Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD et comics. Et comme d'habitude, ça va spoiler. En description, il y a la liste de tous les titres dont je vais parler aujourd'hui et à quel moment j'en parle. Donc s'il y a un titre en particulier dont vous voulez pas être spoilé, regardez en description. Et comme d'habitude, il y aura 9 titres, il y a un comics et le reste c'est que des mangas. On commence avec le tome 28 de Kingdom qui est, on va dire, découpé en 3 actes. Le premier acte, on va dire première partie plutôt, c'est là on en était dans le tome précédent avec l'armée donc où il y a Tu et Mobu qui affrontent l'armée de Shu avec qui ramène des éléphants, qui ramène ils ramènent plein de trucs. Notamment les éléphants, j'avais complètement oublié ces éléphants et j'ai fait ah ouais, les mecs qui viennent avec des éléphants sur le champ de bataille, c'est Animal Barca. Voilà, ceux qui connaissent Animal Barca dans la guerre, c'est pas le Péloponnèse, c'est la guerre des je sais plus quoi, où il affronte Scipio l'Africain. Il avait franchi les Alpes avec des éléphants d'Afrique. Voilà, c'est un peu le même délire, ils viennent avec des éléphants pas d'Afrique mais d'Asie. Grosse bataille. Ensuite, on passe, on va dire, c'est le grosse moitié du tome, c'est Kanki avec la bataille de la muraille, où ils vont affronter le général, alors je sais plus si c'est Han ou si c'est Wei, de toute façon il y a les deux, et donc c'est celui qui empoisonne tout le monde, il le décapite, et franchement la scène est badass, quand Kanki dit on va redescendre les tours d'acier, on va utiliser leur tour pour assiéger, et on va redescendre en bas pour leur niquer la gueule, tu dis il est complètement taré, rien que sur la couverture, il fait comme ça là genre, vous allez voir, je vais faire une dinguerie dans ce tome là, il a fait une putain de dinguerie. Il y a l'autre général qui est avec lui, le plus vieux, trop badass, franchement, quand il dit tu vas niquer, et là il dit tu me tournes pas le dos, et là il le tranche en deux, et bon à la fin il meurt et que Kanki le porte, il fait oh c'est trop stylé, et ensuite bon c'est le dernier petite partie qui va donc être la suite du prochain tome, avec Usen, donc le frère de Uki, donc le père de Huon, qui va affronter le général de, alors je sais plus quel autre pays, donc un mec qui connaît toutes les montagnes. À la fin, quand il y a Usen qui est comme ça, il fait t'es trop nul, je vais te niquer ta gueule. J'étais fait oh c'est trop stylé. Non franchement, l'arc de la coalition, il est dingue. Là, on va voir tous les généraux qui vont être mis un petit peu en avant pour que ensuite, dans des arcs futurs où ils vont être vraiment mis en avant, on dise ouais ils étaient trop badass. Non franchement, l'arc de la coalition, c'est de mieux en mieux. Le tome 28, Kanki, il est dingue. Franchement, c'est son tome là, c'est un de ses tomes. Et il va y avoir un arc où il est vraiment mis en valeur. Là, il n'est pas encore mis totalement en valeur, hein, pour ce que je sais de la suite. Prisonnier Riku, tome 32, ça y est, on va dire, le petit arc sur Renoma et les gladiateurs est terminé avec l'affrontement avec le gros balèze. Waouh, alors, Prisonnier Riku, on a les tomes qui arrivent tous les 3 mois, à chaque fois je le lis en premier, je le dévore, et j'ai fini le tome et je fais dans 3 mois pour la suite. Et là, c'est vraiment, comme d'habitude, c'est toujours ça, il reste 6 ou 7 tomes, je crois qu'il y a 38 tomes ou 39 tomes au Japon, donc on est vraiment dans la dernière ligne droite, dans un an et demi. Prisonnier Riku, c'est terminé. Et waouh, là je sais pas comment en 6 tomes ça peut se conclure. J'ai hâte de lire la fin, j'ai hâte que ça se termine. Enfin, j'ai hâte d'arriver au bout de l'histoire. Parce que je sais que maintenant il y a un bout. Mais j'ai pas hâte parce que putain, c'est tellement puissant, c'est tellement surpuissant. Le personnage de Tomita qui pète complètement un câble. Là, je comprends plus trop ce qu'il fait. Tu sais plus trop s'il est normal. Enfin, là, j'avoue que lui, il me rend perplexe. Je sens qu'il va faire une dinguerie dans quelques tomes. Mais je sais pas s'il va le faire vraiment ou pas. Là, il est trop gentil. Le mec il était complètement taré pendant 30 tomes. Et là, d'un coup, il devient gentil. Ça cache un truc. Et bon, il y a le personnage de... Alors, c'est le grand méchant, donc j'ai oublié le nom, le politicien. Comment il monte en puissance dans l'échelle de la putasserie, là, franchement, ce qu'il fait dans ce tome-là. Enfin, ce qu'il fait, pas lui directement, mais ce que ses hommes font, parce qu'il leur a donné les ordres. Putasserie ultime, franchement. Prisonnier Riku. Mais putain, si vous n'avez pas encore commencé, mais commencez, c'est de la bonne cam. Moonlight Act tome 25, et ça aussi c'est pareil, on est vraiment dans l'arc final, enfin dans l'acte final, parce que il y a 29 tomes au Japon, la série est terminée, donc là il reste 4 tomes après celui-ci, et on est vraiment dans la dernière ligne droite de Moonlight Act, avec Gecko qui va affronter seul l'armée lunaire, hein, donc je vais pas expliquer tout ce qui se passe avant, parce que là il y a trop de choses, mais... Moonlight Act, pendant longtemps c'était indisponible, là ça fait depuis 6 mois que Kaze a fait des réimpressions, je sais pas si tous les tomes sont encore aujourd'hui disponibles, mais si vous les voyez, prenez, c'est un bon shonen, c'est
une dinguerie sans nom, c'est sur les contes de fées, il y a de la grosse baston, c'est un dessin un peu spécial mais c'est trop bien. Là on a un gecko qui part tout seul affronter une armée de lunaires, donc d'habitants de la lune. Il a laissé tous ses potes derrière, il les a cachés pour les affronter seuls. Et là il est en train d'affronter un par un les 9 spadassins, les 9 grands guerriers, enfin les grands généraux. Grosse baston, c'est franchement un gecko plutôt surpuissant. Hachikazuki, trop cool, enfin franchement, l'un des super tomes. J'ai hâte de lire la suite parce que là il reste plus que 4 tomes, là le suspense monte parce que là, à quelques tomes de la conclusion finale, de l'affrontement final voilà, de la série Moon Knight Act, j'ai hâte de lire la suite, j'ai hâte que ça se termine parce que je vais être un peu triste quand ça sera terminé, mais voilà, j'ai hâte d'avoir la conclusion, j'ai hâte que la série soit terminée en France, tout soit disponible et que je puisse un jour relire la série d'un coup. Rikudo, tome 17, donc c'est le tome où on va avoir l'affrontement entre Yodo et Yanagi. Yanagi qui est le champion actuel du Japon, donc qui était surnommé le sniper parce qu'il donnait des coups vraiment précis qui one-shotaient ses adversaires. Pas forcément one-shoté, mais c'était vraiment, c'était toujours symbolisé comme un sniper surpuissant. Et waouh, j'adore, enfin, comme je disais depuis le début, j'avais eu du mal pendant la première partie de Rikudo, et bon je me répète à chaque fois, sur l'histoire, où je trouvais que ça, des fois, l'auteur exagérait un peu avec les caractères des personnages. En termes de dessin, ça a toujours été une dinguerie. Et ce tome-là, mais putain, l'auteur, il a des idées de mise en scène, de découpage impressionnant. Il y a un passage où les mecs se donnent un coup de poing, et en fait, il met la case, en fait, on voit, enfin, imaginons la caméra, elle est en dessous, donc tu vois le coup de poing du dessous. C'est trop puissant. Il y avait plein d'idées de mise en scène, de découpage, d'angle, où se dire où est-ce que je vais mettre, on va dire, entre guillemets, caméra pour dessiner mon plan. Waouh, mais c'est incroyable, les effets de noir, les effets de le tramage, le travail sur le noir, enfin franchement c'est... Si vous n'avez pas encore commencé Rikudo, mais putain, rien que pour le dessin, il faut lire. C'est incroyable. Cet auteur, j'adore Hippo, hein, mais en termes de dessin, mais il fout une mandale à George Morikawa, mais puissance 1000 en termes de découpage, en termes de mise en scène. Rikudo, c'est d'une puissance sans nom. Et pareil, il reste 6 ou 7 tomes parce que la série fait 23 tomes au Japon et c'est terminé. Ouais, je vous fais toutes les annonces là, de séries terminées. Il reste dans un an et demi, et toutes les séries dont j'ai parlé, ils sont quasiment terminées là. L'Atelier des Sorciers, tome 5. Alors oui, j'ai pris édition collector parce qu'avec on avait un petit jeu sympathique auquel j'ai pas encore joué, mais je me tarde d'y jouer avec la famille. Donc dans le tome 4, on avait laissé Agathe, et je sais plus qui, enfin il y avait 3 enfants qui participaient à un petit examen de magicien et ils s'étaient fait attaquer par la confrérie du Capuchon, donc les sorciers noirs. Et là on retrouve Keffray, donc le maître, qui affronte cette confrérie, franchement surpuissant, enfin même s'il n'y a pas énormément de baston, franchement, en termes de mise en scène, l'auteur ne déçoit pas du tout. Franchement, c'est toujours aussi propre, aussi incroyable des sorciers. Je vous ai parlé de Divine dans la précédente vidéo en disant que c'était, en termes de dessin, super abouti et que c'était les préludes de l'Atelier des Sorciers. Si vous avez lu Divine, vous avez vu les images, vous avez dit « Wow, c'est incroyable !» L'Atelier des Sorciers, mais un gap au-dessus, c'est franchement en termes de dessin, c'est encore au-dessus. C'est super beau, c'est super fin, c'est super détaillé, l'histoire est super... à la fois mignonne et hyper triste et glauque par moments. Franchement, il y a le côté, c'est super chatoyant, c'est super coloré, tout mignon. Tu te dis, ah, c'est agréable, c'est pour les enfants. Et ça parle quand même de sorciers qui utilisent des sorts interdits, qui vont transformer des enfants en monstres, ouais, des trucs comme ça, des gens qui tuent des gens. Enfin, ouais, c'est pas forcément toujours mignon, mais... Je vous conseille l'Atelier des Sorciers, franchement c'est un super titre. En plus, à chaque fois, Pika, comme il y a une sortie pas forcément régulière, il y en a quasiment un tome tous les 6 mois, on a à chaque fois un tome collector. Je le prends pas à chaque fois parce que je trouve pas toujours le petit cadeau en plus du collector intéressant. Mais là il y avait un jeu qui sera jamais réédité, donc je me suis dit, autant en profiter. Là le jeu il a l'air sympa, on m'a dit que c'était cool, c'était un petit jeu rapide en 10 minutes. Donc je me suis laissé tenter, j'ai pas encore joué, peut-être que ça va être de la grosse merde, je crois pas trop, tout le monde m'a dit que c'était un bon jeu, mais voilà, l'Atelier des Sorciers, je conseille, c'est super bien. Battle Royale, 8ème et dernier tome de l'édition Ultimate, dans cette grosse édition double tome. Alors, il n'y a qu'un seul tome de Battle Royale dedans, et en fait la deuxième partie du gros bouquin, c'est une histoire, un one-shot qui se passe durant l'histoire de Battle Royale, où en fait on avait suivi vite fait 5-6 filles, et en fait donc on a 200 pages où on découvre ce qu'elles ont fait pendant toute l'histoire de Battle Royale. Je l'ai pas lu, ça m'intéressait pas plus que ça, parce qu'en termes de dessin c'était un autre auteur, ça m'intéressait pas plus que ça, je l'ai pas encore lu.
peut-être que dans un futur proche, je vais les lire, mais en tout cas, là, j'étais pas intéressé. Je voulais conclure l'histoire de Battle Royale, qui s'est bien conclu. Bon, vu que j'avais vu le film, je savais comment ça se concluait. Donc ça se conclut comme le film, enfin, pour les survivants. Je me souvenais pas, on va dire, des petites techniques pour niquer le système qu'il y avait, mais alors, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film. Mais voilà, ça a pas déçu. Bon, j'ai trouvé un petit peu express le combat final, mais en même temps, il y avait toute une montée en puissance sur le grand méchant, et bon, vu qu'il restait qu'un seul tome, je m'attendais à ce que ça se termine rapidement, mais je pensais pas que ça terminerait aussi vite. En tout cas, bon bah voilà, Battle Royale, j'ai enfin la série complète dans ma collection. Je suis assez content maintenant, j'ai découvert l'origine d'un genre qui est maintenant assez connu dans le reste du monde, parce qu'il y a eu le film Hunger Games, il y a eu plein d'animés qui ont été adaptés, qui utilisent le procédé du Battle Royale, et là donc c'est un petit peu l'alpha, l'origine de tout. Et donc ça y est, j'ai lu tout le manga à l'origine de ce genre, et je suis assez content. Pline, tome 8, donc le personnage principal de Pline, le gouverneur, arrive en Égypte, enfin plus exactement à Alexandrie, et donc il découvre la grande bibliothèque d'Alexandrie qui existe, et donc là je pense qu'on va avoir encore un tome où ils vont être là-bas, parce que là il a pas envie de quitter cette bibliothèque qui est immense, qui recèle en théorie tout le savoir de l'humanité. Alors j'ai mis en plus, quand ils arrivent, il dit ouais, il faut que vous donner tous vos livres, tous vos documents, et il fait pourquoi? Parce que la bibliothèque d'Alexandrie a pour objectif de collecter toutes les informations du monde, donc on copie tout, on vous donne les copies, on garde les originaux. C'est un peu salaud, ils auraient pu garder les copies, hein, mine de rien. Bon, je sais pas pourquoi. Il y a aussi une histoire sur le taureau, le Minotaure, qu'on voit sur la couverture, je sais pas si vous la verrez, parce qu'avec vu que la couverture est un petit peu blanche, ça va être un peu compliqué à voir. Il y a une histoire sur le Minotaure, on parle un peu de la mythologie grecque avec l'histoire de Dédale, l'histoire de son fils Icare, l'histoire pourquoi Dédale a créé donc le labyrinthe du Minotaure, comment il est né. Il y a toute une histoire aussi avec politique, on retourne un petit peu à Rome avec après l'incendie de Néron. Voilà, c'est toujours aussi sympa, moi j'aime bien Pline. Ça change un petit peu de mes lectures, là c'est vrai que c'est un seinen historique, réaliste, même si des fois il y a des trucs un petit peu chelous, mais franchement j'aime beaucoup, je vous conseille, et alors, je me dis ça à chaque fois, il faut vraiment que je me lise, enfin même que j'achète les Terma Romae, donc la première œuvre de l'auteur, ou peut-être la première œuvre sur l'univers gréco-romain de l'auteur. Pline, je conseille si vous aimez la mythologie grecque, et enfin plus, on va dire, l'histoire romaine, parce que c'est vraiment sur l'Empire romain, là, et donc un personnage qui a vraiment existé, qui explore un peu le monde, et qui a créé, d'après ce que je me souviens du tome 1 et du résumé du tome 1, qui a créé le premier encyclopédie d'histoire naturelle. Casterman a édité alors un titre inédit de Jiro Taniguchi. Alors, enfin, quand je dis inédit, en fait, c'est une compilation d'histoires courtes autour d'animaux. Donc, il n'y a pas vraiment de titre équivalent au Japon, d'après ce que j'ai compris. Et en fait, c'est deux histoires. Une grosse histoire et une plus petite histoire. Donc, la première histoire, c'est quasiment une centaine de pages avec ces deux personnages qu'on voit sur la couverture. Qui, en fait, ça commence avec leur chien qui est malade et qui est en fin de vie. Franchement, ça prend le cœur, hein, je vous le dis, c'est pas donné entre toutes les mains, parce que, pas forcément c'est trash, mais c'est hyper réaliste, tu vois vraiment le chien qui est en train de souffrir, qui est en fin de vie, qui en peut plus, qui arrive plus à marcher, qui arrive plus à pisser, à déféquer normalement, et tu vois les maîtres qui peuvent rien faire, qui sont impuissants, et qui voient l'animal dépérir de jour en jour, enfin pour nous de page en page. Après bon, ils achètent un chat qui a une petite portée, tu dis bon, il y a un petit soubresaut de gentillesse, de bonté, et le problème c'est qu'ils doivent vendre les petits chatons, et pareil, ça te déchire le cœur, donc franchement, toute l'histoire avec le couple est assez dure, il y a des passages assez durs, pas forcément parce que c'est violent, mais parce que c'est la dure réalité par moment. Et l'autre histoire qui fait une cinquantaine de pages, c'est l'histoire d'une maîtresse qui a perdu son animal pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que les Japonais utilisaient des chiens domestiques pour en faire des chiens soldats, enfin voilà, c'est sympa, mais franchement, après l'histoire du couple, j'ai trouvé l'histoire un peu moins bien. Voilà, moi c'est mon avis, mais c'est un bon Taniguchi. Je conseille à ceux qui ont des animaux, vous allez chialer votre race, c'est sûr et certain. Ceux qui ont des animaux, vous allez chialer votre race, parce que c'est trop dur, c'est trop réaliste. Tu sens que l'auteur a peut-être déjà perdu un animal et qu'il a essayé de retranscrire cette douleur dans son manga, et c'est pas sympa. Umbrella Academy tome 3, le manoir Oblivion, avec un petit autocollant Netflix qui dit la saison 2 arrive sur Netflix, hein. Forcément, ça n'allait pas arriver sur OCS ou sur Amazon, enfin, je sais pas, voilà. J'avais pas aimé plus que ça les deux premiers tomes. Alors, j'avais lu les deux premiers tomes après avoir vu la série,
qui compilait les 2 premiers tomes pour faire... Enfin, 2 histoires des 2 premiers tomes. Enfin, le tome 1 était une histoire, le tome 2 était une histoire. Et ils avaient compilé ces 2 histoires pour faire une grosse saison 1, que j'avais trouvé super bien. Et j'ai trouvé les comics d'origine sympas, mais sans plus. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être parce que j'ai encore en mémoire la série qui était quand même plutôt bien, qui avait apporté pas mal de choses par rapport aux comics d'origine. Et je me suis dit, bon, on verra avec le tome 3, peut-être que ça sera bien. Je m'a pas enjaillé plus que ça, à voir comment la série va adapter ça. Mais pour l'instant, Umbrella Academy, alors c'est sympa, l'histoire est cool, j'aime bien l'univers un peu steampunk, un peu bizarre, avec des trucs dans tous les sens. J'aime bien l'idée des frères qui ont chacun des pouvoirs, qui ont une enfance un peu difficile. Mais je rentre pas plus que ça dans l'histoire du comics. Alors que dans la série live, putain, je suis rentré direct dedans. Il y avait du mystère qui a été écrit autour de certains personnages, des backgrounds beaucoup plus intéressants. Là, je trouve que des fois, les personnages sont un petit peu lisses. Je les trouve pas hyper intéressants. On en sait trop peu sur eux pour qu'ils deviennent intéressants, qu'on s'attache à eux. Et au bout de 3 tomes, je me fais toujours autant chier. J'ai pas envie de suivre leurs aventures. Et j'ai plus hâte de voir la série live, voir comment ils vont adapter cette histoire, parce que c'est comme une histoire assez intéressante, parce que pendant toute leur enfance, ils ont affronté des criminels, et ils ont enfermé dans une sorte d'hôtel, dans un monde, on sait pas trop où, dans une sorte d'autre dimension, et ils s'échappent. Donc là, t'as tous les méchants qui arrivent, voilà, grosse baston, mais je trouve que c'est toute une sorte de montée en puissance pour arriver là, je fais, ouais, voilà, ça aurait pu être amené différemment, je suis vraiment pas rentré dans l'histoire, à voir comment la saison 2 va adapter ça, comment ils vont adapter l'histoire. Mais je pense que s'il y a tome 4, je le prendrai pas parce que 3 tomes, pour l'instant pas hyper enjaillés. Je pense que la série est quand même bien mieux. Enfin, en tout cas, moi j'ai bien plus apprécié la série. Donc voilà, c'était mes lectures. Alors avant de se quitter, likez, partagez, commentez la vidéo. Et en description, il y a mon Twitter, mon Instagram et mon Discord. Allez-y. Et moi je vous dis à plus. Continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.